Nous voilà à l'intérieur du magnifique musée des 24 heures du Mans, avec juste derrière moi la boutique officielle avec tous les produits dérivés évidemment. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça se passe par ici, c'est le musée des 24 heures. Je retrouve dans un instant Nicolas Pelletier qui va nous faire visiter une partie du musée. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Bienvenue au musée des 24 Merci. heures. Nous sommes ravis de vous accueillir. C'est gentil. Alors on a plein de choses à voir. Beaucoup de choses à découvrir, toute l'histoire qui est liée à l'automobile et à la ville du Mans, bien évidemment, puisque vous savez que tout ça est lié. Les Manceaux se sont passionnés depuis très longtemps envers ce moyen de locomotion qu'est l'automobile. Et vous allez découvrir à l'intérieur de ce musée des choses extraordinaires racontant cette histoire de ce moyen de locomotion d'exception et qui nous est bien utile aujourd'hui. On commence de suite avec le chemin des héros. Voilà, c'est ça, l'allée des héros. L'allée des héros. Ceux qui sont à la genèse de cette belle histoire de l'automobile et du sport automobile. Eh ben, c'est parti. Alors, pour suivre, vous passez le petit ticket sous le scan et bienvenue au musée. Merci beaucoup. Petite démonstration en direct. Bon, presque. Voilà. Nous voilà dans l'allée des héros. Et des héros au Mans, on en a eu beaucoup, Nicolas. Alors oui, elle est la genèse de cette belle histoire qui est liée à l'automobile. Tout simplement, une famille d'Orléanais est venue s'installer au Mans dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et ils ont eu la riche idée de transformer une hippomobile en automobile. Et voilà que les Manceaux vont se passionner par ce nouveau moyen de locomotion qu'est l'automobile. Et donc, en plus des Manceaux, bien évidemment, l'automobile va dépasser les frontières locales. Et très rapidement, certains Manceaux vont défendre l'intérêt et la cause de l'automobile, car les pouvoirs publics à l'époque n'avaient pas compris l'enjeu économique que cela représentait. C'était fortement critiqué. Et nous avons un personnage important qui s'appelle Georges Durand, qui sera vraiment l'un des pères fondateurs de l'Automobile Club de l'Ouest. Ils sont plusieurs, bien évidemment, à l'origine, mais Georges Durand est, à mes yeux, certainement l'un des plus importants. Lui va vraiment défendre la cause de l'automobile et va comprendre rapidement que l'automobile va avoir besoin de la compétition pour prouver au plus grand nombre le développement technologique de celle-ci et puis prouver la fiabilité, bien évidemment, de celle-ci aux spectateurs qui seront présents sur les compétitions. Et c'est la raison pour laquelle, dès 1906, eh bien, un comité d'initiative automobile va se constituer en vue de l'organisation d'une course sur un circuit fermé à la circulation. Il faut savoir qu'au début du XXe siècle, les courses étaient organisées de ville en ville. Elles étaient extrêmement dangereuses. L'une d'entre elles, d'ailleurs, sera stoppée à Bordeaux, le célèbre Paris-Madrid, en 1903, qui verra la mort, d'ailleurs, de quelques compétiteurs, dont un certain Marcel Renaud. Donc vous comprendrez bien que les pouvoirs publics vont purement interdire ce type de compétition. Le tout jeune Automobile Club de France va envisager d'organiser une compétition sur un circuit fermé à la circulation et c'est la Sarthe qui va l'emporter, l'organisation de ce Grand Prix. Et Georges Durand est l'un des initiateurs de ce grand projet. Et au mois de juin 1906 va se dérouler à l'est de la ville du Mans le premier Grand Prix de la CF, Grand Prix de l'Automobile Club de France. Et nous sommes qu'en 1906. C'est intéressant de voir son visage, puisque dans les rues du Mans, nous les Sartois et les Manceaux sont des noms que l'on entend, que l'on connaît, que l'on prononce même régulièrement, avec l'avenue Georges Durand par exemple, mais on ne met pas forcément un visage dessus, donc c'est très sympa de venir ici et de voir ces visages. Alors là, je vois que nous sommes devant le portrait d'un personnage important qui a marqué l'histoire des 24 heures avant la guerre, mais surtout à la renaissance de celle-ci. Luigi Chinetti, dont la place d'ailleurs qui se trouve devant l'entrée principale du circuit et le musée porte son nom. Il a été fait citoyen d'honneur de la ville du Mans. Chinetti viendra au Mans en 1949 en engageant 2 voitures dont le constructeur pensait qu'elle n'était pas capable de gagner. Donc contre l'avis de ce constructeur, il va décider d'engager avec un lord britannique
deux de ces voitures et une petite 2 litres d'ailleurs. La voiture va remporter l'épreuve devant la présence du président de la République française, M. Vincent Auriol, qui siégera dans l'une des tribunes qui est toujours debout, une des tribunes du circuit qui est aujourd'hui Stické Dunlop et qui est un véritable monument du circuit. La voiture était rouge, flanquée d'un petit macaron jaune avec un cheval cabré à l'intérieur. Je vous laisse deviner la marque. Il va falloir se creuser un peu les ménages. Hein. C'est la première victoire de cette voiture, de cette marque aux 24 heures du Mans qui en remportera 9. Ce qui est assez frappant quand on parcourt cette allée des héros, c'est qu'on voit beaucoup de nationalités. Mais voilà. C'est un peu ce qu'on retrouve aussi chaque année pendant les 24 heures. Absolument, une présence importante venant du monde entier. Très rapidement, les Américains vont s'intéresser aux 24 heures du Mans, mais aussi les Allemands. Et là, je vois qu'on est devant le portrait de Ferry Porsche et d'une Porsche 956 qui a participé dans les années 80 à la gloire du sport automobile mondial et plus particulièrement dans l'endurance. Ferry Porsche va décider de transformer le bureau d'études de son père et devenir un véritable constructeur automobile. Ainsi va naître d'ailleurs une voiture d'exception qui est la 356. Ferry, ne voyant pas autour de lui la voiture de ses rêves, il a décidé d'en construire lui-même. Et on connaît l'histoire de Porsche qui est profondément liée à celle des 24 heures du Mans. Porsche détient d'ailleurs le record de victoires, 19 victoires aux 24 heures du Mans. Mais ils mettront quand même un certain temps avant de gagner au Mans, puisqu'ils arriveront pour la première fois en 1951, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est qu'en 1970, avec la célèbre 917, qu'ils vont remporter pour la première fois les 24 heures du Mans. Et on connaît après la suite de l'histoire de Porsche au Mans, associé bien entendu à des pilotes célèbres comme Derek Bell, Hans Stuck, Jackie Ickx bien entendu. Voilà un personnage important qui a profondément marqué l'histoire de notre course. Une histoire d'ailleurs qui est toujours liée aujourd'hui. Vous savez que Porsche est présent sur le circuit avec son Porsche Experience Center. Il se devait d'avoir bien entendu un centre comme celui-là sur le circuit. Et il faut savoir qu'il en existe 6 à travers le monde. Et je vois un autre personnage important qui s'appelle Charles Deutsch, à qui nous devons beaucoup. Le plan du circuit Bugatti, le tracé du circuit Bugatti a été réalisé par lui. Il est ingénieur des ponts et chaussées, également constructeur automobile, aérodynamicien. Charles Deutsch a été directeur de course des 24 heures pendant de nombreuses années, jusqu'au début des années 80. Il était également directeur de course du Grand Prix de Monaco. C'est un membre éminent de l'Automobile Club de l'Ouest. Et donc il était important qu'il fasse partie de la galerie des héros. Juste une petite question, parce que je vois autour de nous de grands hommes et des beaux visages. Et il y a aussi beaucoup de femmes dans l'histoire des 24 heures du Mans. Elles sont où? Alors on va les voir après certaines. Ah, d'accord. Évidemment. Oui, depuis d'ailleurs la genèse de notre épreuve, les femmes se sont intéressées au sport automobile, à l'automobile et bien évidemment à des courses comme celle des 24 heures du Mans. Oui, les femmes sont très présentes. Alors, vous me rassurez. Ils ne sont pas forcément très présents. Vous allez bientôt faire une galerie des héroïnes, j'en doute pas. Alors là, on est devant le portrait, entre autres, de M. Jackie Ickx. Jackie Ickx qui a été pendant très longtemps M. Le Mans. Comme chacun sait, tout record est fait pour être battu. Tom Christensen détient aujourd'hui ce record de victoires au Mans qui a été tenu pendant longtemps par Jackie Ickx, 6 victoires. Mais Jackie Ickx va construire sa légende à travers les 24 heures du Mans lorsqu'en 1969, il était très jeune à l'époque, un peu contestataire. Eh bien, il va décider de contester le départ type Le Mans. Un départ qui avait été pensé par Charles Farroux en 1925. Farroux avait constaté quelques tricheries au moment du départ, donc il avait éloigné les pilotes le plus loin possible des voitures. C'était un départ très spectaculaire où les voitures étaient en arête de poisson devant les stands et les pilotes en face. Et d'ailleurs à l'époque on appelait ces pilotes des coureurs automobiles parce qu'ils couraient vers leur voiture. Et Jackie Ickx, plutôt que de courir, va marcher, aller rejoindre sa Ford GT40 engagée par John Wyer et partir dernier. Et 24 heures plus tard, il va remporter l'épreuve, 120 mètres. Ce sera la plus courte distance dans l'histoire des 24 heures entre un premier et deuxième. 120 mètres, ça équivaut à un peu plus d'une seconde 40 à peu près. Je crois qu'il y a une histoire de ceinture de sécurité aussi. Alors, évidemment, à l'époque, les voitures étaient des grosses cylindrées. Il y avait ces fameuses 917 qui étaient extrêmement puissantes et les ceintures de sécurité étaient devenues obligatoires. Et au moment du départ type Le Mans, évidemment, les pilotes qui se devaient d'être devant
ne prenaient pas le soin d'attacher leur ceinture de sécurité, leur harnais de sécurité. Certains d'entre eux diront plus tard qu'ils les attachaient dans la ligne droite d'une audière. À 350 km/h, c'était quand même extrêmement dangereux. Et donc l'ACO va comprendre, à travers d'ailleurs le message de Jackie Hicks, que rien ne sert de courir. Je vous laisse la suite. Écoutez, je suis un peu perdue. C'est quoi déjà la fin de cette expression? Eh bien, il vaut mieux partir à point. Donc, mieux partir à point, ouais. Merci beaucoup. Juste pour finir, donc on va adopter ici aux 24 heures un départ type Indianapolis, c'est-à-dire un tour derrière une voiture de direction de course qu'on appelle safety car, qu'on a appelé aussi dans le passé pace car, et de vous envoyer un de ces modèles d'ailleurs qui a servi aux 24 heures du Mans pendant de nombreuses années sous la marque des 4 anneaux. Donc voilà, vous découvrez cette fameuse R8 LMS qui a servi donc dans le cadre des courses des 24 heures du Mans et des compétitions qui ont lieu sur le circuit du Mans. Elle est superbe. Quelle est la suite pour nous, Nicolas? Alors, nous allons arriver à la suite de cette allée des héros dans une grande salle rotonde où vous allez voir exposer une multitude de voitures aux miniatures et quelques dioramas présentant l'évolution du circuit des 24 heures au fur et à mesure des années. Waouh, c'est très impressionnant quand on rentre. Un petit film qui montre aux visiteurs l'histoire des 24 heures, les points importants de cette course. Voilà, nous voici donc dans la rotonde et vous découvrez quelques dioramas présentant plusieurs décennies des 24 heures du Mans avec l'évolution du circuit, des voitures, des infrastructures, comme qu'on s'est quand même modernisé. C'est assez amusant, d'ailleurs ces dioramas sont assez extraordinaires et on découvre ici l'année 1925. 1925, seule année où le départ sera donné d'ailleurs de la ligne droite des Inaudières. C'est amusant de découvrir ça. En effet. Excusez-moi. Je vous en prie. Alors, on découvre là les infrastructures telles qu'elles étaient représentées à cette époque-là. C'est la première année que sera donné le départ type Le Mans. Ce sont encore des torpédos qui participent à l'épreuve. Elles sont conformes au catalogue des grands constructeurs, tel que le prévoyait le règlement à l'époque. Vous voyez, on n'a rien inventé aujourd'hui. On découvre aussi les grands panneaux publicitaires qui se trouvaient de part et d'autre de la piste. Les annonces. Pardon, je me souviens qu'on retrouve ces torpédos justement durant la grande parade des pilotes. Absolument, certaines d'entre elles sont de retour pour permettre aux pilotes de parader dans le centre-ville du Mans à la veille de la course aujourd'hui. Alors vous découvrez que certaines d'entre elles sont d'ailleurs vraiment des torpédos 4 places même, mais alors impossibilité d'emmener des spectateurs à bord des voitures. C'était vraiment pendant la compétition. Et puis le circuit va se moderniser, nous sommes en lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on va reconstruire complètement le circuit parce que celui-ci va être totalement détruit. Et là, vous découvrez des stands complètement en dur avec au milieu la direction de course et sa célèbre pendule. On découvre aussi les voitures des années 50 qui ont participé à l'épreuve. Voitures rouges, voitures vertes, voitures grises en fonction des couleurs, en fonction des pays, et bleu et blanc pour les Américaines en fonction des pays. Puis les stands vont évoluer. Il y a eu en 1956 la reconstruction de la ligne droite des stands suite à l'accident de 1955 où là on découvre des stands toujours en dur mais on voit apparaître ce qu'on appelle les loges permettant aux spectateurs également de se ravitailler. Mais sachez quand même que par rapport au rez-de-chaussée, c'est pas le même carburant qui est consommé à l'étage. Alors me demandez pas combien. Sans blague. Et on observe une autre configuration qui se rapproche beaucoup plus de celle que l'on connaît aujourd'hui. Voilà, là vous découvrez évidemment le circuit contemporain. Bien que celui-ci a subi quelques modifications depuis, il est dans cette configuration conforme, j'allais dire, au cahier des charges des instances fédérales, de la Fédération internationale de l'automobile. Vous avez la pit lane, la piste, les stands. Ici au Mans, ce sont 60 stands pour 60 voitures engagées. Et puis toujours les loges aux étages. Alors ça s'est un peu modernisé. Et puis la tribune qui surplombe ces stands permettant à de nombreux spectateurs d'assister au ravitaillement des voitures. Alors autour de nous, évidemment, il y a de nombreux véhicules. On n'aura malheureusement pas le temps de tous les montrer. On va maintenant peut-être parler de l'exposition temporaire, puisque le musée accueille à chaque... je ne sais pas si c'est tous les 6 mois, tous les 3 mois. Quel est le rythme de ces expositions? Alors cela peut varier. Enfin là c'est vrai que c'est une année où l'ACO vient de récupérer la gestion du musée des 24 heures. Vous savez que ce musée avait été créé en 1961 par l'Automobile Club de l'Ouest en collaboration avec le conseil départemental et des collectionneurs.
Devant le succès de 1957 et du cinquantenaire, où l'ACO avait eu l'idée de concentrer, de rassembler des voitures anciennes au Mans, et il a été décidé donc de créer ce musée des 24 heures. Et donc il a été d'abord à l'intérieur du village, et puis après est sorti du village pour venir s'installer à l'entrée principale du circuit en 1990. Et donc tous les 6 mois à peu près, ou 5 mois, ça n'a pas été vraiment défini, en tout cas sont organisées des expositions temporaires. Et donc celle actuelle est axée sur le seul Grand Prix de Formule 1 qui a été organisé sur le célèbre circuit Bugatti. C'était en quelle année? 1967. Eh ben c'est parti, on fait un petit bond dans le temps. C'est par ici? Allez, c'est parti. Avant de se rendre à l'exposition temporaire de 1967, une petite parenthèse anglaise, Nicolas. Et oui, très rapidement, notre épreuve va intéresser les Britanniques. Et parce que il faut savoir qu'outre-Manche, on ne pouvait pas rouler la nuit. C'était absolument interdit. Et voilà que Bentley va débarquer au Mans et remporter sa première édition des 24 heures du Mans dès 1924. Rendez-vous compte. Donc la course des 24 heures du Mans va s'internationaliser extrêmement rapidement. Et les Bentley vont remporter de très nombreuses victoires, dont la dernière d'ailleurs datera de 2003. Je m'en souviens, j'y étais. Et oui, ça nous tout cela, oui, bien évidemment. Depuis la genèse de nos 24 heures, Bentley était présent. Les Britanniques vont venir très nombreux. On ira quand même jusqu'à 50 000 spectateurs britanniques dans les années 80 avec la présence de Jaguar qui va marquer profondément également l'histoire de notre course. Merci. 2003, alors ça... Le Mans et la Formule 1, c'était donc en 1967, Nicolas. Oui, c'est cela. Donc en 1967, l'Automobile Club de l'Ouest décide d'organiser ce Grand Prix de Formule 1 pour promouvoir le circuit Bugatti. C'était vraiment le but de l'organisation de cet unique Grand Prix de Formule 1 qui aura lieu sur le circuit Bugatti. Et en plus, ça permet de boucler une grande histoire avec l'Automobile Club de France, puisque nous étions le premier organisateur du Grand Prix de l'ACF, et ce Grand Prix de Formule 1 de 1967 porte le nom de Grand Prix de l'ACF et sera le dernier d'ailleurs à porter ce nom de Grand Prix de l'ACF. Dès l'année suivante, il sera baptisé Grand Prix de France. Ce sont même des voitures bien particulières par rapport à celles que l'on connaissait déjà à l'époque. Alors voilà, ici, pour le Grand Prix de Formule 1, bien évidemment, ce sont des monoplaces donc, qui vont participer à cette épreuve. Des Formule 1, il y aura quelques Formule 2 d'ailleurs qui viendront rejoindre le plateau de Formule 1. Et ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est qu'on peut évoluer parmi les grands noms, les grands pilotes, ces gladiateurs des temps modernes qui ont participé à ce Grand Prix, tels que McLaren, Jackie Stewart, Jack Brabham, qui va d'ailleurs remporter l'épreuve, et bien d'autres encore, Chris Amon, enfin, et j'en oublie bien évidemment. Lors de ce Grand Prix de 1967, sera organisée en levée de rideau une course de R8 Gordini, grand personnage du sport automobile français, qui sera très présent dans les années 50 et 60 au Mans, mais également une course de Formule 3, dont qui sera remporté par un certain Henri Pescarolo. Ce sera sa première victoire au Mans. Ce sera à l'occasion de ce Grand Prix de 1967 où Henri Pescarolo va remporter l'épreuve de Formule 3. Il y avait également Jean-Pierre Josso et c'est sa voiture qui est exposée ici dans cette exposition temporaire. Un matra bleu que l'on voit à l'image. J'ai l'impression que la F1 n'est jamais restée très très loin des 24 heures du Mans. On a vu encore cette année des pilotes comme Rubens Barrichello prendre le départ de la course et c'est un peu comme une vieille histoire d'amour en fait. Absolument, en fait il y a énormément de pilotes de Formule 1 qui ont participé aux 24 heures du Mans et ce depuis très très longtemps. Je pense entre autres à des pilotes tels que Jackie X ou bien d'autres encore. Dans les années 50 et 60, ils arrivaient à cette époque-là de passer de la Formule 1 à des courses d'endurance, voire même des rallyes pour certains d'entre eux. Chaque pilote participait à des manifestations dans le sport automobile
automobile dans diverses classes, diverses catégories. Et d'ailleurs, la plupart des pilotes qui ont participé à ce Grand Prix de Formule 1 de 1967 étaient présents quelques jours avant, quelques semaines avant, à l'occasion de l'édition 67 des 24 heures du Mans. Je pense entre autres à Chris Amon et Bruce McLaren qui se trouvaient à être au départ de ce Grand Prix de Formule 1, mais également Dan Gurney qui lui-même était présent alors qu'il venait de remporter les 24 heures du Mans un mois avant, 1967. Très bien. Alors on rappelle que c'est une exposition à voir jusqu'au 31 août. C'est absolument cela et dans la foulée bien évidemment nous organiserons d'autres expositions temporaires et il y en a une qui est en cours de préparation sur l'histoire du critérium du jeune pilote qui s'appelle aujourd'hui critérium du jeune conducteur. Merci beaucoup. On va pouvoir se quitter dans un autre espace, un espace un petit peu plus détente, je crois. C'est cela. Eh bien, je vous invite à me suivre et vous allez découvrir l'espace détente, l'endroit où on peut se ravitailler. Avec plaisir. Merci. On a fait le choix de se quitter ici, donc à l'espace détente, où il y a quand même encore des belles motos en exposition, Nicolas. Et oui, pour rappeler que nous ne sommes pas axés que sur le sport automobile, mais sur les sports mécaniques. Il faut savoir que dès 1912, il y avait déjà des compétitions organisées par l'Automobile Club de l'Ouest de motocyclistes. Voilà. Alors si à la maison, les personnes qui nous regardent souhaitent venir ici au musée des 24 heures, on peut parler horaire et peut-être visite guidée. Voilà, le musée des 24 heures est ouvert 7 jours sur 7, de 10h à 19h. Sachez également que les groupes peuvent bénéficier d'un guide s'ils le désirent pour pouvoir leur faire découvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur, tous ces trésors qu'il y a à l'intérieur du musée. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis ici aujourd'hui. J'étais ravi de vous accueillir et à très bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Allez, c'est pas fini pour vous et moi. Maintenant, je vous propose d'aller pas si loin que ça. On reste au Mans, en direction l'abbaye de l'Épau pour un atelier de sculpture. C'est parti.